Maintenant, je vais passer la parole à Business France pour pouvoir vous présenter le Royaume-Uni et ce marché d'opportunités. Bon webinaire à tous. Merci beaucoup Manuel et donc bonjour à toutes et à tous et merci d'être connectés avec nous ce matin. Je vais passer assez rapidement les éléments qui ont déjà été effectivement évoqués par Manuel pour aller vraiment sur l'essentiel de cette séquence de ce matin où on vous propose une lecture terrain du marché de la santé au Royaume-Uni avec quelques éléments du contexte économique, les grands tournants du NHS, la dynamique duale qui est publique et privée du côté de notre marché, tout un écosystème life sciences qui est extrêmement développé avant de pouvoir faire un focus sur les grands secteurs de la biotech, de la medtech et des health tech. L'idée est simple hein, à travers ce qu'a dit Manuel, c'est que on est là pour vous identifier les opportunités et les besoins qu'il y a sur le marché et pour effectivement que vous puissiez identifier de votre côté les solutions françaises que vous avez qui peuvent s'y positionner. Donc, tout d'abord, les chiffres clés hein, de notre marché britannique. Il faut savoir que le Royaume-Uni est une économie majeure en Europe. Je dis bien en Europe parce qu'on est sorti de l'Union européenne, mais qui est composée de 4 nations. L'Angleterre qui est la principale, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Le pays a une population qui est légèrement supérieure à celle de la France, avec un pouvoir d'achat par habitant qui est un peu plus élevé également et un climat des affaires qui est très favorable. Un signal important à notifier, c'est que après les incertitudes hein, qu'on a pu avoir sur les dernières années avec le Brexit, avec le Covid et aussi un peu d'instabilité gouvernementale qu'on a pu avoir de notre côté, il y a effectivement l'Office for Budget Responsibility qui a souligné très récemment, en tout cas, une visibilité retrouvée depuis les dernières élections avec une trajectoire macroéconomique qui est beaucoup plus prévisible pour 2026 et c'est forcément des signaux positifs pour investir et planifier votre développement sur le marché britannique. Un autre atout, c'est les liens économiques qui sont denses avec la France, c'est-à-dire que le Royaume-Uni reste le premier excédent commercial de la France et la France est son quatrième partenaire commercial. Donc, on a aujourd'hui un peu plus de 3800 entreprises françaises qui sont implantées au Royaume-Uni et qui représentent près de 400 000 emplois et créer par conséquent un réseau pour accélérer votre accès au marché parce qu'effectivement, il y a des opportunités d'apprendre de vos pairs et de s'associer à vos pairs localement. Donc effectivement, un moment phare qu'il y a eu sur ces dernières années, c'est bien évidemment le vote du Brexit, hein, qui est déjà il y a presque 10 ans, parce que c'était le 23 juin 2016. Les impacts du Brexit ont été nombreux et certains restent concrets aujourd'hui, notamment les tensions sur les ressources humaines hein, du système public, les délais qui ont été allongés d'accès aux soins, qui ne sont pas forcément que un impact du Brexit, mais qui sont aussi une conséquence du Covid qui a touché de grands nombres de pays. Et également, une des spécificités qui ont été ajoutées, tout ce qui peut être au niveau des règles de la partie réglementaire et des règles douanières qui forcément sont rentrées en compte lors de la sortie de l'Union européenne. Néanmoins, il faut savoir que cela reste aussi des leviers d'opportunité parce que la demande structurelle dépasse aujourd'hui l'offre et le système se réorganise bien évidemment autour de l'accès aux soins primaires plus proches du domicile et aussi à l'accès toutes les pressions, excusez-moi, hein, qui sont faites sur les effectifs. Donc, ça donne toutes des opportunités nouvelles parce qu'il y a des ouvertures pour des solutions pour pouvoir augmenter l'accès à ces soins et aussi pour pouvoir y remédier. Concrètement, qu'est-ce qui est nouveau depuis l'arrivée du nouveau budget en 2025 qui a été présenté en novembre
en novembre dernier, et aussi avec la revue des dépenses qui ont été associées, c'est que le nouveau gouvernement travailliste, puisque pendant plus de 10 ans, il y a 14 ans exactement, il y avait le Parti conservateur qui était au pouvoir. Donc, effectivement, désormais, on est de nouveau sur un gouvernement travailliste qui se positionne et qui positionne la santé et les sciences de la vie vraiment comme des piliers centraux de leur stratégie. Euh, et notamment pour tout ce qui va être sur le service public du NHS. Donc, il faut savoir que le budget aujourd'hui prévoit une augmentation qui est vraiment significative des ressources qui leur sont allouées. Au niveau du ministère de la Santé, l'objectif est de passer de plus de 200 milliards en 2025-2026 à 230, plus de 230 milliards sur 2028-2029, ce qui est une augmentation concrètement de 3% d'investissement par an supplémentaire. Parallèlement à ça, il y a eu un nouveau plan décennal. Alors, auparavant, c'était le long term plan de 10 sur 10 ans. Désormais, c'est Fit for the Future qui a été lancé en juillet 2025, qui a été donc soutenu par la suite dans l'accord cadre par rapport budgétaire. Et il y a un investissement supplémentaire par rapport à ce plan décennal de 29 milliards de pounds qui vise 3 grandes transitions structurelles sur lesquelles le NHS va se concentrer sur les prochaines années, à savoir que l'objectif est de passer de désengorger l'hôpital pour être plus vers les soins de proximité, de passer aussi de l'analogique vers le numérique, notamment avec le dossier patient unique, et également du traitement qui était vraiment, le NHS est connu vraiment pour son traitement, mais de vraiment se concentrer de plus en plus sur la partie prévention. Et il faut savoir qu'en parallèle à cela, le budget accélère également tout ce qui est l'intégration des technologies de la santé, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie de l'intelligence artificielle, c'est AI for Science, qui a été aussi actée un peu de temps avant effectivement le budget et qui est complètement intégré dans cette dynamique. Et l'objectif, c'est que l'intelligence artificielle puisse accélérer les découvertes de médicales et donc, pour cela aussi, c'est pas que dans la découverte, c'est aussi dans tout ce qui est la NHS App, l'application NHS qui permet effectivement aux patients et aux praticiens de pouvoir avoir accès aux données. Et donc, bien évidemment, se pose la question de tout ce qui est l'utilisation des données dans la santé pour pouvoir moderniser le NHS, le transformer au niveau du parcours de soins, tout en garantissant, bien évidemment, la confidentialité des données. Donc, ça marque effectivement des éléments forts. Il y a des budgets, il y a des programmes et donc il y a une volonté d'exécuter plus rapidement dans les prochaines années du côté du NHS, donc des opportunités pour vos solutions sur le marché. Pour parler effectivement de la dualité qu'il y a au niveau du système de santé britannique, alors d'un côté, vous avez le système public qui représente 80% de l'offre de santé. Au sein des 4 nations, il y a bien évidemment le NHS England pour l'Angleterre, le NHS Scotland pour l'Écosse, le NHS Wales pour le Pays de Galles et le Health and Social Care Northern Ireland pour l'Irlande du Nord. Donc, quand vous parlez du NHS, vous parlez à 4 entités séparément et pas forcément qu'il y a une seule, juste pour bien en tout cas poser les bases. La partie effectivement qui est le système public, c'est à peu près plus de 900 hôpitaux qui sont sur l'intégralité du territoire et donc c'est des cibles qui sont très larges et des cycles forcément qui sont plus longs pour pouvoir effectivement intégrer vos solutions et vos produits et vos dispositifs médicaux sur ce marché. Mais bien évidemment, quand on parle du NHS, on parle de volumes qui sont beaucoup plus importants. Et autour d'eux, c'est organisé tout un réseau d'innovation tels que les HIN ou le NIHR qui, pour le coup, sont des portes d'entrée pour pouvoir rentrer dans les différents NHS et aussi dans les différents points qui vont être régionaux en fonction des priorités de santé qu'ils ont respectivement. De l'autre côté, on a le système qui est de santé privée qui évolue entre 15 et 20% de l'offre de soins avec à peu près 200, un peu plus de 200 effectivement hôpitaux qui sont très concentrés sur les grandes métropoles et on va surtout les retrouver du côté de Londres. C'est effectivement souvent des soins et des groupes hospitaliers qu'on va considérer quand même un peu plus premium. Par conséquent, il y a cette envie de sourcer des choses qui sont beaucoup plus
rapide et aussi beaucoup plus innovante. Le privé va fonctionner aussi, et c'est pour ça qu'on vous l'a indiqué en dessous, beaucoup avec la partie des assureurs comme Bupa, Vitality ou Aviva, qui orientent effectivement beaucoup sur les parties de soins qui vont être dans le circuit qui va être privé. Et donc, si vous avez une offre qui est différenciante et qui apporte de l'innovation sur le marché britannique, il y a 2 leviers pour y accéder. Il y a effectivement la partie NHS qui, voilà, prendra peut-être un peu plus de temps pour pouvoir intégrer pleinement le système de santé, mais il ne faut pas mettre de côté le système privé qui peut vous permettre d'avoir des premières références sur le marché et qui peuvent après servir d'appui pour pouvoir ensuite monter sur la partie NHS. Et enfin, de mon côté, pour vous montrer effectivement sur cette carte tout l'écosystème Life Sciences qui existe au Royaume-Uni. Bien évidemment, il y a pas mal de concentrations qui vont se faire du côté de ce qu'on appelle le triangle nord entre Oxford, Cambridge et Londres. Mais vous pouvez voir que sur cette carte, voilà, au niveau national, on peut retrouver énormément d'acteurs qui soient majeurs, que ce soit sur la pharma, la medtech et aussi dans tout ce qui va être la data. Il faut voir effectivement que, au contraire, que voilà, peut-être potentiellement, comme vous avez effectivement en France, il y a différents clusters, c'est un peu la même chose qu'on va retrouver du côté britannique, même si effectivement l'Angleterre va être assez moteur, mais il y a des croissances fortes qui se font aussi du côté de l'Écosse, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord. Donc voilà, il faut pouvoir se dire qu'il n'y a pas forcément que la porte d'entrée de l'Angleterre, les autres nations peuvent être aussi très utiles. Et cette diversité territoriale est au cœur voilà, du Life Science Sector Plan de 2025 qui vise à faire du Royaume-Uni le numéro 1 en Europe et le numéro 3 mondial d'ici 2035. Donc, il y a vraiment une forte ambition qui est du Royaume-Uni pour voilà, être un acteur d'envergure mondiale et qui a pour objectif de stimuler la production de médicaments sur le sol britannique, mais aussi de renforcer les partenariats entre l'industrie et aussi avec la partie académique. Et ça se reflète beaucoup effectivement sur cette carte, parce qu'effectivement, on voit autant les acteurs publics et privés et les initiatives qui peuvent effectivement travailler main dans la main. Donc au final, vous avez un écosystème qui est dense, qui est exigeant, mais qui est extrêmement en fait réceptif aux solutions innovantes, d'où le fait que vous avez une multitude d'acteurs sur lesquels vous pouvez vous positionner en fonction des aires thérapeutiques sur lesquelles vous allez vous concentrer. Mais en parlant, voilà, plus en focus sur les différents secteurs, je vais laisser ma parole à ma collègue Elisa qui va pouvoir vous faire un focus sur la biotech, la medtech et la healthtech. Merci beaucoup Elodie, bonjour à tous. Donc nous on va rentrer un petit peu plus dans le détail pour chaque secteur et pour cela on va vous donner du coup un petit peu de data. Donc si on commence de façon un peu plus large au niveau des life sciences au Royaume-Uni, donc pour vous donner un peu des chiffres, pour 2024-2025 ça représente environ 170 milliards d'euros, donc on vous a converti tous les pounds en euros pour que ça soit bien parlant, de chiffre d'affaires dans ces life sciences. Sur du coup l'ensemble du Royaume-Uni, on va retrouver plus de 7 300 entreprises life sciences. Donc au niveau de comment ça se divise, ça va être une majorité de medtech. On va retrouver 2 960 biopharma biotech contre du coup 4 360 medtech. Comme le disait Elodie, il y a un écosystème qui est très, très dense et on retrouve par exemple du coup 19 des 20 plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales. C'est-à-dire que donc toutes les big pharma, donc la grande 19 sur 20, vous allez les retrouver au Royaume-Uni. Tout ce qui va être AstraZeneca, GSK pour les Britanniques, vous allez retrouver les Américaines comme Merck, vous allez retrouver du Johnson Johnson. Donc toutes ces big pharma sont présentes sur la zone. Et pour la partie qui est du coup un peu plus académique, on retrouve 3 des 15 meilleures universités mondiales pour tout ce qui va être santé et sciences cliniques. Vous allez retrouver aussi, Elodie vous en a parlé, le Golden Triangle, donc le triangle d'or. Donc c'est ces 3 régions, donc Londres, Oxford, Cambridge, où vous retrouvez vraiment ces académies qui sont très présentes. Donc Oxford, Cambridge, à Londres, vous retrouvez tout ce qui va être King's, Imperial et UCL. Et du coup, avec les intervenants par la suite, on va pouvoir reparler notamment de King's et de Imperial. Donc vraiment un écosystème très très important et plus particulièrement sur ce Golden Triangle.
Merci. Toujours pour rester un petit peu plus dans ces life sciences, notamment au niveau du coup, des essais cliniques. Donc il y a vraiment une volonté du Royaume-Uni, donc avant le Brexit, mais aussi suite au Brexit, de vraiment rester et de devenir, mais de surtout rester un des leaders mondiaux dans la recherche et dans ces essais cliniques. C'est des ambitions qu'on retrouve du coup dans les 2 plans dont vous a parlé Élodie. Donc à la fois donc dans le, 10 years health plan du coup qui est le Fit for the Future, donc uniquement celui qui est du coup Life Sciences et celui qui est un peu plus du coup large, Life Sciences Plan, qui ont été sortis donc les 2 en 2025. Donc c'est vraiment des ambitions très, très fortes, du pays et pour vous donner un petit peu aussi des chiffres, pour que vous, ayez bien une idée, sur 2024-2025, on fait près de 3 180 du coup essais cliniques, actifs au UK, dont 1 467 essais commerciaux, du coup tout ce qui va être big pharma, biotech et 1 714 non commerciaux. Donc ça, encore une fois, c'est tout cet écosystème qui est très, très présent au Royaume-Uni. Du coup, entre donc toute cette partie académique, le NHS, du coup, système de santé publique et tous les instituts de recherche. Et juste pour 2024, du coup, il y avait, 578 nouveaux essais cliniques industriels qui étaient lancés, au UK. Donc, pour, cette partie life sciences et plus particulièrement biotech, et pharma, on vous a remis du coup, les acteurs clés. Donc il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'acteurs au Royaume-Uni. Mais ça, si vous vous lancez sur le marché, c'est des acteurs, que vous allez pouvoir rencontrer. Donc pour ce qui est la partie un peu plus, institutionnelle, donc vous avez le MHRA qui du coup ça va être la partie, plus c'est le Medicine and Healthcare Product Regulatory Agency. Ça va être l'autorité réglementaire, du Royaume-Uni qui va être en charge de toute la régulation à la fois, des médicaments, des DM, des essais cliniques. Donc ça, c'est vraiment la partie réglementaire. Le NHS, dont vous a parlé Élodie. Le NICE, c'est le National Institute, for Health and Care Excellence. Ça, c'est l'organisme qui va élaborer toutes les recommandations, et les évaluations médico-économiques. Et pour toujours cette partie biotech pharma, le BIA, ça, c'est l'association professionnelle, du coup, du secteur, biotech et des sciences de la vie. Donc ça va être vraiment le très gros cluster, et qui va vraiment pouvoir influer pas mal, sur les pouvoirs, décisionnaires, au UK pour, du coup, biotech pharma. Et du coup, pour les acteurs locaux, donc je vous ai remis donc en effet ces 2 très grosses big pharma, donc GSK, AstraZeneca et je vous ai remis, 3 très grosses biotech, qui sont, au Royaume-Uni, qui seront plus du coup dans la partie, immuno avec tout ce qui va être, les cellules T et cetera dont vous avez peut-être connaissance, mais qui sont du coup, 3 très grosses biotech très importantes, au Royaume-Uni et d'ailleurs dans le triangle d'or, qui doivent être à Cambridge, Oxford, et Londres. Voilà, donc ça, c'était pour cette partie biotech et pour faire aussi qui dit biotech dit aussi point investissement qui est quand même très important. Il faut savoir que le Royaume-Uni, du coup, c'est vraiment un leader, du coup, en Europe, sur tout ce qui est ses investissements. Pour l'année, 2025, donc, le UK a reçu donc 30 des financements VC biotech en Europe. Pour vous dire exactement, ça représente 1,6 milliard en pounds, en capital VC, sur l'année 2025. Donc c'est le premier pays investisseur en Europe dans tout ce qui va être, life sciences et le 3e pays, mondial, du coup après forcément les US et la Chine. Donc c'est vraiment, ouais, au niveau européen, très, très important au niveau de ces investissements. On vous a remis aussi quelques chiffres, donc 2e pays, mondial, sur l'effort public, du coup, en R&D, au niveau des investissements en R&D et par rapport à ce chiffre donc que je vous ai donné, 1,6 milliard de pounds, c'est 2 fois plus que ce qu'il y a eu, du coup, en France et 3 fois plus que ce qu'il y a eu en Suisse en 2025. Donc, comme vous le voyez, il y a, beaucoup d'investissements qui sont faits au UK, qui est vraiment du coup, pays phare en Europe et qui peut être aussi, une très bonne plateforme, avant les US, parce qu'on a des investissements qui vont être plus early stage par rapport, aux États-Unis. Donc pour toutes les entreprises qui vont être, pré-seed, seed, série A, série B, ça peut être, un très, très bon tremplin avant de se lancer, sur le marché un peu plus mature, des investissements et des États-Unis, qui seront plus du coup pour, série B, série C, tout ce qui va être commercialisation. Voilà pour cette partie biotech. Et pour du coup toutes les entreprises qui sont aussi présentes à ce webinaire et qui évoluent plus du coup medtech, healthtech, pour vous donner aussi encore une fois des chiffres clés. Donc 2025, ça va être 39 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, donc environ 30 des life sciences au niveau du chiffre d'affaires. Le NHS, du coup, service de santé publique,
on retrouve 11,7 milliards d'euros de dépenses de ce NHS dans les technologies médicales par an. Donc, ce qui valide complètement ce que disait Elodie, de tous ces investissements dans la partie un peu plus medtech, health-tech du NHS, du coup des budgets dans la digitalisation. Et du coup, fait important, et je vais vous en parler aussi pour la réglementation, vous allez voir qu'au Royaume-Uni, vous avez toujours 90% des dispositifs médicaux qui sont en cours d'utilisation, qui sont toujours marqués CE. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que du coup, suite au Brexit, il y a eu un changement de la réglementation en place au niveau du Royaume-Uni pour les dispositifs médicaux. Donc maintenant, si vous voulez rentrer au Royaume-Uni avec votre dispositif médical, il y a un enregistrement qui est obligatoire du coup auprès de ce MHRA dont je vous parlais précédemment, qui est du coup l'entité réglementaire. Et du coup, cet enregistrement, il peut être effectué donc soit par une personne qui vous représente au Royaume-Uni, du coup si vous avez un site au Royaume-Uni, donc une personne représentante au Royaume-Uni, soit une personne responsable qu'on va appeler du coup UKRP, donc UK Responsible Person, qui sont du coup les entités réglementaires qui sont présentes au Royaume-Uni, qui peuvent vous représenter et représenter votre produit pour l'enregistrer auprès de cette entité réglementaire du MHRA. Il faut savoir que cependant, le Royaume-Uni reste quand même très dépendant, du coup, aux importations et aux dispositifs médicaux, du coup, qui viennent de l'Union européenne, des États-Unis, du Canada aussi. Et du coup, vous pouvez toujours rentrer, au Royaume-Uni, avec un marquage CE jusqu'à 2028-2030. Ce sont aussi des choses qui sont en train d'évoluer, tous les mois. Donc faut pas hésiter non plus à se renseigner et même à revenir vers nous si vous avez des questions. Mais vous pouvez toujours, rentrer avec un marquage CE tant que vous l'enregistrez auprès de la MHRA. Mais il faudra du coup 2028-2030 penser à bien faire ce changement de marquage vers un marquage UK CA. Nouveauté du coup aussi au niveau FDA, MHRA, il y a pas mal de choses qui sont en train d'être faites pour, ça fait pas mal de temps qu'on parle d'une reconnaissance mutuelle. Il faut savoir qu'en 2025, cette reconnaissance mutuelle n'est toujours pas mise en place, même si on en parle de plus en plus. Cependant, c'est ce qu'on appelle des reliance réglementaires. C'est qu'il y a quand même énormément de facilitation, on va dire, entre MHRA et NFTA pour vraiment, accélérer du coup, ces reconnaissances, réglementaires entre les 2 pays. En sachant que du coup, on a pas mal de discussions avec toutes les entreprises réglementaires, sur le UK. Le marquage UKCA reste quand même assez facile et rapide d'obtention. C'est quand même quelque chose qu'on maintient. Donc, faut pas avoir peur de venir, au Royaume-Uni et du coup de faire ce marquage caissier ou cet enregistrement auprès de la MHRA. C'est très, très facile et rapide et ça peut aussi vous permettre quand même d'avoir du coup un tremplin réglementaire avant les US, suite du coup, à ces reconnaissances mutuelles qui sont en train d'être mises en place. Donc ça pourra aussi faciliter votre entrée réglementaire auprès de la FDA aux États-Unis. Voilà pour la partie un peu medtech et du coup, si on fait un peu plus large aussi medtech, mais aussi health-tech, donc quelles sont les tendances clés actuellement au Royaume-Uni du coup, 2025-2026? Comme l'a dit Élodie, une digitalisation du NHS qui est vraiment en train d'être mise en place, du coup avec Fit for the Future, ce NHS Long Term Plan qui a été mise en place en 2025. Cette NHS App est l'exemple parfait de cette digitalisation. Vous avez vraiment cette application que du coup toutes les personnes au Royaume-Uni ont, qui vraiment centralise absolument toutes vos informations au niveau de vos dossiers patients, des rendez-vous que vous avez eus, de vos prescriptions, etc. Donc c'est vraiment l'exemple le plus parfait de cette digitalisation. Il y a une forte adoption forcément de l'intelligence artificielle. Donc là, on passe vraiment de tout ce qui était pilote pendant des années de tests à vraiment un déploiement réel au niveau du NHS pour vraiment leur faire gagner du temps, leur faire gagner de l'argent pour que ça soit le plus efficace possible. On recentre, on va dire, la stratégie vers les soins primaires, donc vraiment à l'extérieur de l'hôpital avec du coup tout ce qui est GP, donc les médecins généralistes, tout ce qui va être prévention. Donc là forcément, la digitalisation encore avec le monitoring et cetera va être très, très important, la télémédecine. Les technologies forcément, dans tout ce qui va être le diagnostic aussi, on voit un fort développement. La robotique, l'automatisation, et on note aussi, du coup, on a la chance d'avoir ce NHS, du coup, qui est très, très central au Royaume-Uni. Donc il y a plein de choses qui sont en train d'être mises en place pour centraliser, toute la data qui peut être récupérée au niveau de ce NHS et voir du coup, comment la centraliser, comment l'utiliser par la suite. Donc ça, c'est plein de choses qui sont en train d'être mises en place et c'est plein d'opportunités, notamment pour les entreprises françaises qui du coup, pourraient, apporter ce type de solution au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni reste très, très ouvert, à l'international comme vous l'avez vu
il y a encore quand même beaucoup de dépendance aux produits qui viennent de France et d'Europe. Donc ne pas hésiter à venir proposer vos produits si vous pouvez rentrer dans ces tendances. Et au niveau du coup des portes d'entrée, faut savoir que même si ce NHS est du coup national, ce qu'on recommande, c'est quand même d'approcher le NHS plus par des portes, on va dire régionales, en fonction des priorités de santé qui sont du coup dans chacune de ces régions. Et du coup, on retrouve plein de portes d'entrée différentes, à savoir laquelle est la meilleure pour vous. Donc soit du coup, toujours une fois, ce NHS avec vous rentrez du coup dans les phases pilotes pour présenter plus en phase clinique vos solutions, les tester auprès du coup de NHS plus d'un point de vue régional et après du coup ça pourra prendre en ampleur. Sinon, vous avez pas mal de programmes d'innovation qui sont encore une fois présentés par ce NHS et comme le disait Elodie, il y a par exemple Health Innovation Network, ce sont les HIN, il y en a à peu près 15. Ça peut être aussi des très, très bonnes portes d'entrée. Le NHS Supply Chain, bon ça c'est vraiment pour faire rentrer votre produit dans, on va dire, la grosse liste des produits du NHS. Ça n'est pas le plus simple, mais une fois que vous êtes rentré, ça sera vraiment à très grande échelle sur le Royaume-Uni. Ensuite, distributeurs partenaires, donc ça, ceux qui seront déjà référencés auprès du NHS. Vous avez aussi tout ce qui va être les partenariats académiques et les instituts de recherche qui peuvent, et je pense que du coup, Thierry Desjardins et Frédéric Garzoni pourront aussi vous en parler, qui peuvent être aussi des très très bonnes portes d'entrée. Et encore une fois, comme l'a dit Elodie, il y a une part du privé qui se développe de plus en plus. Donc ne vraiment pas aussi hésiter si on va dire vous êtes entre guillemets pressé. C'est beaucoup plus rapide de rentrer avec le système privé. Après, du coup, ça sera un marché qui sera relativement plus petit par rapport au NHS. Donc voilà, plein de portes d'entrée, plein de tendances, donc plein d'opportunités pour vos solutions, que vous soyez du coup d'un côté biotech, pharma ou medtech, healthtech. Plein de choses à faire sur le Royaume-Uni. Encore une fois, du coup, les acteurs clés, encore une fois, MHRA, du coup, la partie réglementaire, NHS, l'UNIS pour, du coup, tout ce qui va être les recommandations et cetera et du coup, ABHI, donc c'était comme le BIA tout à l'heure, ça va être du coup Association of British Health Tech Industry. Donc ça va vraiment être aussi l'association professionnelle qui va représenter toutes ces entreprises medtech, healthtech et qui ont du coup, je vous le dis, au Royaume-Uni, plein de pouvoirs décisionnaires, et qui représentent du coup toutes ces entreprises. Donc c'est vraiment ces très gros clusters. Et au niveau des principaux acteurs locaux, donc là, c'est pas forcément des purs Britanniques. Il faut d'ailleurs reconnaître, des Américains et des Suisses, mais il faut savoir que du coup, ils sont quand même très, très présents au Royaume-Uni. Donc il y a des partenariats possibles qui sont possibles de faire avec eux. Mais c'est pour vraiment vous montrer que vraiment tous les acteurs internationaux sont présents sur la zone. Il y a beaucoup, beaucoup d'académiques. Il y a ce NHS qui est quand même très privé, très important et avec qui il est possible de faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc un écosystème très, très important et nous, on peut aussi vous aider à naviguer parmi ceux-là. Mais c'était vraiment pour vous présenter, dans la mesure du possible, l'ensemble une grande majorité, de ces acteurs, clés du Royaume-Uni. Voilà pour les acteurs et après on vous a remis aussi les temps forts, parce que du coup comme chaque pays forcément on a des temps, très forts, au Royaume-Uni, pour tout cet écosystème, que ça soit biotech, medtech, healthtech. Donc vous avez le NHS Confed-Expo, donc ça c'est vraiment pour tous, les acteurs du NHS. Là ça pourrait être très intéressant pour vous, pour rencontrer, tous ces acteurs un peu plus du public. Donc ça c'est en juin 2026. Le Pharmacy Show, ça va être plus pour les acteurs, qui sont intéressés pour des produits plus à destination de la pharmacie d'officine. Donc ça, on n'en a pas forcément parlé, mais c'est vrai que très important, avec une organisation qui est assez différente par rapport, à la France, avec tout ce qui va être les Boots, les Superdrug et cetera. Donc on pourra revenir un peu plus en détail si vous avez des questions sur, cette partie plus pharmacie, communautaire d'officine. Le Giant Health Show qui est plutôt en fin d'année, qui est en décembre du côté de Londres, qui va être là plus focus sur du coup MedTech, HealthTech et tout ce qui va être du coup intelligence artificielle pour toutes les solutions un petit peu plus technologiques. Le BioTrinity, du coup à destination des biotech et pour toutes les entreprises en recherche d'investissement, qui est du coup dans un mois, tout pile, en avril. Le Biotech Show à Londres aussi, qui est un format un peu différent, qui est plus avec des exposants, et cetera, donc peut-être un peu moins networking, qui est du coup, bientôt aussi et ensuite du coup le Investible Showcase, donc ça c'est LSX pour ceux qui sont assez familiers de LSX qui a du coup 2 temps forts au Royaume-Uni, donc ça va être sa partie, heu,
investisseurs, vraiment recherche de fonds au Royaume-Uni. Et ce LSX Investival Showcase, il va avoir lieu lors de la London's Life Science Week que vous voyez en bas à droite, qui est du coup vraiment un temps fort du Royaume-Uni et dont je vais laisser Élodie parler un peu plus en détail pour vous le présenter. Élodie. Merci Elisa. Effectivement, juste pour vous indiquer que la London Life Sciences Week prend toute son ampleur depuis ces 2 dernières années et a vraiment la vocation de devenir la nouvelle JP Morgan Week que vous pouvez potentiellement connaître du côté de San Francisco. Il y a effectivement la conférence de JP Morgan qui est du côté de San Francisco, du côté de Londres. Chaque année, en mi-novembre, il y a la conférence de Jefferies qui se passe et qui attire énormément d'investisseurs et aussi de partenariats scientifiques du monde entier. Et là, effectivement, Londres étant en Europe, ça a effectivement fait converger énormément d'acteurs aussi européens. Et donc, effectivement, la London Life Sciences Week est vraiment un temps fort pour, si vous êtes en recherche de fonds ou effectivement en recherche de partenariats scientifiques, les écosystèmes sont présents. Et effectivement, nous, on s'inscrit dans cette dynamique pour aider les entreprises à pouvoir mieux naviguer dans cette semaine qui est intense. L'année dernière, sur 2025, c'était plus de 70 événements qui étaient organisés autant sur la partie investisseur que sur la partie scientifique, sur tout type d'aire thérapeutique. Et donc, c'est assez dense à pouvoir circuler et on est là pour vous aider à identifier les événements les plus pertinents pour vous, que ce soit effectivement pour de la recherche de partenariat, que ce soit scientifique ou financier. On a, pour pas vous en sachiez plus, mais il y en aura un webinaire d'information qui aura lieu tout prochainement, parce que c'est le 26 mars prochain. Et on vous transmettra les slides si vous souhaitez vous inscrire au lien qui sera effectivement directement dans cette slide pour en savoir plus. Donc, ça sera en novembre prochain, en marge effectivement des Jefferies, pour pouvoir effectivement accéder aux événements les plus pertinents et aussi aux événements que nous, on va créer sur mesure pour pouvoir vous faire rencontrer investisseurs et partenariats qui sont clés pour nos sociétés. Voilà en quelques mots. Mais place au témoignage désormais et je vous laisse prendre la main, Thierry Desjardins, qui va pouvoir vous faire son retour d'expérience avec son entreprise SirTouch. Oui, bonjour à tous et merci beaucoup pour me donner cette opportunité de vous présenter une partie de mon parcours anglais. Alors, c'est pas le Englishman in New York, mais c'est un peu le Frenchman in UK. En fait, c'est une histoire d'un neurochirurgien français, diplômé de France, qui s'est installé, qui a travaillé en Angleterre et qui a même créé une société, une start-up en fait de medtech. En Angleterre il y a quelques années. Alors pourquoi, pardon, c'est peut-être un peu vite, tac. Pourquoi donc m'être installé en partie, du moins, de mon activité en Angleterre? Eh bien, parce que j'ai déjà des liens familiaux avec l'Angleterre, avec le sud-ouest de l'Angleterre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, donc je suis neurochirurgien et il y avait une demande dans un établissement privé du sud-ouest, pas très loin du berceau familial de ma compagne, à Cheltenham en fait. Et il y avait donc une demande de rechercher un neurochirurgien spécialisé dans la colonne vertébrale, ce que je suis. Et donc, j'ai travaillé quelques années au Nuffield Hospital, donc à Cheltenham. Et donc, j'ai été confronté, ça n'a aucun caractère agressif, mais au système de santé anglais, en l'occurrence au NHS. On a, au même moment quasiment que de mon installation ou de mon travail en Angleterre, j'avais mis en évidence en fait un besoin chirurgical de détection, en fait, bon, pour faire très simple, détection des fuites de liquide céphalorhydien, un système qui n'existait pas sur le marché. Et on a été un peu conseillé pour créer en fait une entité, une société en Angleterre, une LTD en Angleterre, que nous avons fait il y a quelques années, puisqu'il y avait un surgical need, qui d'ailleurs sera reconnu unmet medical need un peu plus tard, d'ailleurs, on en parlera après par le NHS et le NIHR. Et donc, on a créé cette société. Alors, pour être tout à fait honnête, la création d'une société via Companies House est extrêmement simple
Elle n'est pas chère. La démarche est assez peu complexe, en fait. Et donc, on se retrouve avec une société qui a une valeur intéressante en termes de crédibilité, mais aussi qui assure une certaine protection des gens qui sont inclus dans la société. Et ce process se fait véritablement très rapidement, puisqu'en 48 heures quasiment, on peut être inscrit et avoir une limited company en Angleterre. Alors, pour la medtech, ce qui est important, c'est d'avoir effectivement, comme pour la biotech d'ailleurs, mais pour les sociétés de medtech, c'est d'avoir des partenariats assez solides. Alors le NHS est principalement la branche recherche du NHS. Le NIHR, en fait, on a été mis en contact avec eux très rapidement, avec les équipes de Leeds, notamment en Angleterre, et nous avons rencontré à plusieurs reprises les gens de spécialités chirurgicales qui pouvaient être intéressés par notre système. Alors pour des indications un petit peu différentes que celles de l'indication initiale, mais avec des indications connexes à ce que l'on va faire. Et notamment, nous avons discuté avec les chirurgiens qui sont spécialisés de la chirurgie du foie et du pancréas à Leeds, au Leeds Teaching Hospital. De fil en aiguille, pour mettre en place un produit de medtech, il y a une étape de validation et d'homologation qui va passer par des études cliniques, et nous avons noué un peu plus récemment, depuis à peu près 2 ans, un partenariat avec l'Imperial College à Londres, cette fois-ci, qui va mener nos premières études en fait, cliniques pour notre instrument chirurgical intelligent sur principalement, comme focus, le cancer du sein, voilà, à l'Imperial College. Et enfin, dernière étape, puisque notre système a des applications également pour la chirurgie vétérinaire assez voisine de la chirurgie humaine, nous n'allons pas plus tard que la semaine prochaine, d'ailleurs, retournons au Royal Veterinary College à Londres pour déterminer parfaitement avec eux les use cases et lancer les premières études pilotes et pivots sur l'animal. Alors, l'accès, donc on l'a dit tout à l'heure, pour créer une société en Angleterre, c'est assez simple. L'accès aux fonds, alors aux fonds non dilutifs, aux aides, aux grants, aux subventions, etc., est assez simple également. Il y a notamment le process de l'Innovate UK avec tout un lot de smart grants qui sont assez intéressants, qui vont jusqu'à plusieurs centaines de milliers de pounds. Donc c'est ou de millions même de pounds parfois. Donc c'est un système qui est assez facile à mettre en place. Bon, ça marche un petit peu comme en France, c'est-à-dire qu'il faut effectivement monter un dossier solide, avoir des partenariats solides, et puis il y a une espèce de concours aussi à la fin. Mais bon, il y a ce genre de choses qui est assez accessible pour une start-up qui s'installe en UK. Il y a également un programme assez lié avec le NHS qui s'appelle le SBRI, Healthcare Programme, qui là, en fait, se focalise sur comme notre cas à nous, des sociétés qui ont fait l'objet d'un unmet medical need. Alors, ce process, pour avoir un unmet medical need, il y a une interview avec des spécialistes, mais également avec des patients, où on doit présenter notre solution et vérifier si les patients voient un intérêt. Il y a vraiment une implication du patient dans cette démarche qui est assez présente dans ce process. Et puis, en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que il y a d'autres types d'investissements régionaux, voilà, en Écosse, etc., au Pays de Galles, etc. Mais il y a aussi encore actuellement accès aux fonds européens, style Horizon Europe, avec le IC et Pathfinder, Accelerator et Pathfinder, même si UK n'est plus partie de l'Union européenne à part entière, il y a encore accès à Horizon Europe, avec donc les fonds européens qui peuvent tout à fait venir subventionner ou financer des sociétés basées au UK. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, comme l'a dit Elisa tout à l'heure, il y a quelques spécificités maintenant en termes de marquage pour les produits que l'on va développer. Alors bon, le marquage CE, on le connaît, il y a les organismes notifiés, etc. En Angleterre, ça a un petit peu changé, ça devient le UKCA, même si globalement, les documentations techniques, que ce soit le design, le risque, ce qui est clinique, même le mode d'emploi, etc., sont assez similaires au marquage CE. Il n'y a pas de grosse révolution et un dossier est assez peut-être monté parallèlement au dossier du marquage CE. Ce qui est très important, effectivement, c'est les projets, on va dire à court, moyen terme, de rapprochement par rapport au marquage FDA. Et ça, c'est très important parce que c'est une passerelle pour un marché américain, ce qui, pour une société comme la nôtre, une start-up medtech, est une évidence et une obligation de passer par le FDA. Donc, ça peut être effectivement un moyen entre guillemets, peut-être, où ça sera peut-être un moyen de simplifier un petit peu le process pour obtenir l'homologation FDA pour le marché américain.
Alors pourquoi notre société? Donc on a dit tout à l'heure, il y a un besoin chirurgical qui est au départ une détection des fuites de liquide biologique, mais qui a progressé vers la détection en fait de cellules tumorales au milieu d'un environnement de cellules saines, notamment lorsque l'on enlève une tumeur solide, et d'être sûr qu'on a enlevé la totalité de la tumeur et ne pas laisser des marges envahies. Bon, ça a été aidé énormément, non seulement par le besoin, mais aussi par les progrès de l'IA. Quand on a commencé le projet, à réfléchir au projet il y a quelques années, eh bien, on se disait attention, les chirurgiens sont peut-être un petit peu perplexes par rapport à l'IA et la décision de l'IA. Les chirurgiens ne laisseront jamais à l'IA une décision, voilà, ils sont un peu inquiets. Maintenant, je dirais, s'il n'y a pas d'IA dans un medtech, dans la medtech ou dans un instrument de medtech, on passe un peu pour quelqu'un de moyenâgeux. Donc, voilà, il y a vraiment les progrès de l'IA ont été très, très importants ces dernières années et continuent. La valeur des données que l'on peut récupérer, nous, avec notre système, est également tout à fait intéressante, peut même intéresser et intéresse les big pharma à terme. Et puis, nous avons décidé d'intégrer, en fait, pour s'intégrer dans ce que les Anglais à l'accent appellent le flow chirurgical, un système qui permet de diagnostiquer et de traiter en même temps, ce qui facilite et accélère le processus de traitement chirurgical. Alors, pour faire très rapidement, en fait, le problème clinique que l'on affronte en fait avec notre système, c'est celui des tumeurs, de résection incomplète de tumeurs. Le cancer du sein, par exemple, pour reprendre un exemple sur lequel nous allons travailler avec l'Imperial College prochainement pour les premières études cliniques, en fait, on s'aperçoit que le risque est multiplié par 3,5 à 5 ans lorsque les marges sont envahies par rapport à des marges saines. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait conséquent. Pour les cancers cutanés, des choses qui paraissent beaucoup plus banales, mais qui sont encore assez graves, on parle principalement de carcinomes, il y a un peu moins de mélanome, mais il y a surtout des carcinomes, eh bien, il y a une très nette décroissance de la survie lorsque les marges ne sont pas saines au moment de l'intervention, puisqu'on passe de 72 à 32%, ce qui est quand même considérable comme décroissance. Et puis enfin, malgré tout, même si on est encore, je dis bien encore, ça ne durera peut-être pas éternellement, on fait encore partie des pays un peu riches, le coût des soins est quelque chose de très important. Et lorsqu'il y a une récidive d'un cancer sur les 10 cancers les plus fréquents, ça c'est une étude qui est parue il y a quelques années, mais qui est toujours à peu près valable, il y a plus du double du coût en cas de récidive. Donc c'est quelque chose que les systèmes payeurs, les systèmes de santé, Sécurité sociale en France ou NHS en Angleterre, prennent en compte de façon tout à fait précise maintenant et très sérieuse. Excusez-moi Thierry, mais il faudrait juste pas tarder à conclure, s'il vous plaît. Très vite. Donc notre solution est un système donc in vivo, totalement instantané, qui intègre donc un parti diagnostique, partie thérapeutique, et qui est la beauté de notre techno, c'est qu'elle se permet un outil à usage manuel, mais aussi une chirurgie minimally invasive en intégrant la chirurgie robotisée. Le bilan, le bénéfice, il est clair pour les chirurgiens, c'est que ça permet d'avoir une détection en temps réel avec une sensibilité, une spécificité très élevée. Pour les patients, ça donne une information précise, donc quelque chose de moins invasif et qui permet un traitement en une fois. Et pour les systèmes de santé, on l'a déjà dit, donc voilà, il y a des opportunités de marché qui sont conséquentes puisque le marché de l'oncologie est en pleine croissance, et également le marché de l'électroporation, qui est la technologie active qui permet le traitement avec notre système. On est au TRL6 actuellement, on a donc la reconnaissance de Unmet Medical Need. La prochaine étape, c'est de mettre les premiers produits sur le marché d'ici 2 ans, après études cliniques que nous allons mener dès maintenant avec l'Imperial College. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Thierry, et effectivement votre deck de présentation allie effectivement des éléments que vous avez préparés pour aujourd'hui, mais aussi je pense des éléments que vous avez sur votre deck en général, et il y a vraiment des mots-clés et en tout cas une présentation qui est très axée effectivement sur la partie NHS. Donc pour ceux qui sont présents et qui n'y sont pas encore, les slides sont effectivement très intéressantes à analyser pour savoir comment positionner en tout cas vos USP pour présenter vos solutions par rapport aux besoins spécifiques du NHS. Je voulais juste le notifier parce que c'était en tout cas important aussi à remonter. Et je laisse effectivement désormais la parole à notre dernier intervenant qui est Frédéric Garzoni, qui est IP et Licensing Manager au sein de King's College London, et aussi franco-british Young Leader, et aussi avec son parcours qu'il a pu avoir dans la biotech du côté britannique. Frédéric, je te laisse la parole. Merci beaucoup et bravo aux intervenants de ce webinaire qui me rendent la tâche plutôt facile, à vrai dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été couvertes. Donc, je vais essayer de naviguer entre ce qui a déjà été dit et ce que j'aimerais vous transmettre.
Donc, une courte présentation. Je m'appelle Frédéric Garzoni, je suis scientifique de formation avec une spécialité en bio, travaillé en France pendant très très longtemps, d'où les cheveux blancs qui arrivent de plus en plus. Je travaillais sur le polygone scientifique à Grenoble, au CNRS, au CEA, à l'EMBL, où une découverte m'a amené à cofonder une entreprise qui développait une technologie vaccinale. Pour rien de vous cacher, je pensais monter cette entreprise en France. À l'époque, c'était il y a 10 ans. Et donc, je n'ai pas trouvé l'écosystème que je souhaitais pour l'entreprise à l'époque. Je trouvais des relations publiques-privées très, très compliquées et difficiles pour mon projet. Je dois dire que les choses ont beaucoup changé en 10 ans en France, assez impressionné des progrès qui ont été faits. Donc certaines choses que j'ai expérimentées à l'époque sont peut-être plus valables aujourd'hui et j'en suis ravi. En tout état de cause, à l'époque, les difficultés m'ont amené à créer mon entreprise en Angleterre où j'ai recherché. Je n'avais pas d'attache familiale comme mon prédécesseur. Je suis pas non plus parti pour le beau temps et la nourriture, pour être honnête. Mais j'ai trouvé une facilité de relations publiques-privées, un écosystème. Je rejoins ce qui a été dit précédemment par Thierry, une facilité d'enregistrer l'entreprise en 20 minutes sur Internet pour 20 €. J'ai également trouvé un incubateur qui était à l'époque assez unique dans le sud-ouest de l'Angleterre, à Bristol, où on avait la possibilité d'avoir un laboratoire à façon, c'est-à-dire c'était des laboratoires qui étaient totalement vides et qu'on pouvait équiper vraiment comme on voulait si on faisait de la biologie ou de la physique ou de la chimie. On pouvait le monter quasiment en kit, ce laboratoire. Et dans le même incubateur, il y avait un accès direct aux business angels qui investissaient dans les entreprises assez early, des comptables, des avocats spécialisés en life science, des business développeurs avec une expérience pharma, et tout ça vraiment dans le même bâtiment. Donc ça crée vraiment une émulsion de tout ce qu'on a besoin au début de la vie d'une entreprise. Et l'incubateur aujourd'hui s'est développé. C'est maintenant 3 incubateurs et non plus 1. Et avec également un fonds de VC attaché à l'incubateur et qui fait partie prenante de l'incubateur, une collaboration avec l'université qui est à côté, qui est également partie prenante du nouvel incubateur qui a été ouvert cette année. Et donc aujourd'hui, je suis donc en charge de la propriété intellectuelle à King's College, où je suis, dira-t-on, de l'autre côté de la table. Donc après avoir beaucoup critiqué les relations public-privé, je suis repassé dans le public. Donc j'étais dans le public, passé dans le privé, repassé dans le public, et cette fois-ci au cœur de l'écosystème d'innovation d'une université. Et donc une des conclusions que j'en tire avec une différence par rapport à la France, ou du moins de ce que j'ai expérimenté moi-même, c'est que les académiques sont vraiment au cœur de l'écosystème de l'innovation. En Angleterre, ils sont éduqués à l'entrepreneuriat assez rapidement. Il y a beaucoup de programmes dits accélérateurs, une sensibilité à la propriété intellectuelle qui est assez tôt, beaucoup de financement de maturation. Et tout ça se fait parfois même avant le dépôt de brevet. Donc la sensibilité des chercheurs, je trouve, est beaucoup plus grande. Je ne reviens pas sur le NHS parce que je crois que tout a été dit, mais les universités collaborent de façon très très proche avec le NHS, les hôpitaux. Il y a beaucoup de financements qui sont assez complets pour les étudiants qui veulent passer du temps en entreprise ou à cheval entre l'entreprise et l'université ou un hôpital. Nous avons notamment à King's un centre qui s'appelle LIHE pour London Institute for Healthcare Engineering, qui est un centre dédié à la medtech, avec également des investisseurs, des programmes d'accélération pour vraiment aider les chercheurs qui développent des technologies medtech à vraiment accélérer et aller au marché le plus rapidement possible. Et donc, mon expérience des deux côtés de la Manche
et des deux côtés de la Manche, en public et privé. Je crois pouvoir dire que j'ai une expérience assez large de ce côté-là et que c'est vraiment France et Angleterre main dans la main, très complémentaires. Et il y a beaucoup de choses à faire entre les deux pays avec vraiment des points forts et des points faibles des deux côtés. On pourrait presque créer un meilleur des deux mondes en prenant un peu de chaque côté de la Manche et en espérant que tout le monde veuille bien collaborer ensemble. Et effectivement, comme Élodie l'a dit, Business France est aussi là pour vous aider. Donc, si vous voulez prendre le meilleur de l'Angleterre en essayant d'amener le meilleur de la France de ce côté de la Manche, n'hésitez pas. Voilà, c'est à peu près tout pour moi, je crois, dans le temps qui m'est imparti. Donc, si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Merci beaucoup, Frédéric, pour tout complément. Et effectivement, il nous reste quelques minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, Manuel, je ne sais pas si vous avez identifié des questions de votre côté ou s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, c'est le moment. Oui, merci Élodie, merci à tous pour vos présentations, c'était vraiment top. Élodie et Elisa, très intéressant, j'ai appris plein de choses et avec les retours de Thierry et Frédéric, très concrets, je trouve que ça a permis de compléter vraiment votre présentation. On a juste une question et je pense que c'était pendant la présentation de Elisa et qui concerne les DM de classe 1, savoir s'ils doivent être aussi inscrits au MHRA. Oui. Vas-y, Élodie. Oui, la réponse est oui, comme dit Elisa. En fait, tout dispositif médical doit être enregistré auprès de la MHRA. Et effectivement, via les deux possibilités qu'a dit Elisa, soit vous êtes en local et vous portez vous-même, soit vous nommez un UK Responsible Person qui se chargera de faire cette inscription pour vous. Merci. J'ai pas vu d'autres questions, donc j'ai vu une demande de mise en relation avec Thierry. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Là, je pense qu'on a encore quelques minutes pour les participants. Moi, je voulais juste faire une remarque aussi. Je reviens du Canada et en fait, l'Angleterre est souvent identifiée comme étant un point d'accès à l'Europe en priorité. Donc, ils vont de moins en moins aux US. Et ils s'intéressent à l'Europe. Et pour eux, le point d'entrée aujourd'hui, c'est l'Angleterre, ce qui est assez surprenant. Mais je pense que les actions qui sont mises en place par le gouvernement anglais sont plutôt positives pour eux, en tout cas. Et ma question, c'est est-ce que pour une entreprise française, à l'inverse, est-ce que passer par le Royaume-Uni, alors on a eu un peu le sujet évoqué par Thierry, mais est-ce que le Royaume-Uni peut permettre de faciliter l'accès au marché nord-américain, à votre avis? Moi, je pense que oui, par le fait de la langue déjà, rien que la langue déjà, c'est beaucoup plus facile déjà quand on est parfaitement anglophone d'aller discuter notamment avec la partie réglementaire et autres aux États-Unis. Donc, je pense que c'est un point de facilité. Et il y a toujours une relation un peu privilégiée entre UK et les US. Donc, je pense qu'effectivement, pour une société française qui aurait un pied ou les deux pieds en Angleterre, je pense que c'est certainement un moyen de dérisquer l'accès aux États-Unis à tous les niveaux, que ce soit au niveau réglementaire de l'installation, mais également au niveau de l'accès au marché américain, je pense. Merci. Absolument, et effectivement, pour aller dans la continuité de ce qu'a dit Monsieur Desjardins, c'est que effectivement, ça va aussi dans le sens de la reconnaissance mutuelle qui est en train de se mettre en place. Il y a énormément aujourd'hui de biotech, medtech, healthtech britanniques qui sont issus de toute la recherche académique qui existe localement et qui, à certains moments de croissance, qui ont besoin de fonds, vont aussi partir très facilement du côté des États-Unis pour mieux revenir par la suite. Donc, il y a effectivement ces va-et-vient entre le Royaume-Uni et les États-Unis qui sont tout à fait assumés et qui, pour le coup, font que, voilà,
de venir au UK, une fois que vous avez effectivement percé, forcément, vous rentrez dans cette même dynamique qui fait que voilà, les États-Unis réglementairement seront peut-être moins surmontables si vous avez déjà passé finalement la partie britannique qui est beaucoup plus facile parce que très proche de l'Union européenne. L'objectif, c'est de rester et d'être effectivement comme le disait Thierry Desjardins, c'est que finalement la partie réglementaire est aussi très similaire à celle qui existe aujourd'hui du côté de l'Union européenne pour ne pas effectivement avoir des problématiques d'approvisionnement. Et donc, si c'est plus facile de passer par le Royaume-Uni réglementairement et après qu'il y a la reconnaissance mutuelle, ça veut dire que le parcours effectivement via le Royaume-Uni facilitera l'accès aux États-Unis. Super, merci pour cette réponse très claire. Pour la présentation, on reviendra vers vous et en tout cas, je vous remercie tous déjà du travail effectué pour préparer ce webinaire et également à tous les participants qui se sont connectés aujourd'hui et qui ont suivi les échanges. Voilà, je vous remercie au nom de Business France du coup et de Enosis Santé d'avoir participé à ce webinaire aujourd'hui. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.